alaikum wa rahmatullahi. Bonjour, bienvenue dans cet nouvel épisode de Perspective Halal. Perspective Halal est l'émission qui vous plonge dans les tendances et les développements les plus récents du business halal. De l'alimentation à la cosmétique, du tourisme à la récréation et la mode, en passant par la logistique et la technologie, Perspective Halal vous aide à mieux comprendre les enjeux et les opportunités ainsi que les défis qui se présentent à cette industrie en pleine croissance à travers des analyses d'experts, des histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont su allier rentabilité et responsabilité sociale. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Mamadou Ndiaye, qui est cofondateur de Absaya Wasabi. Dans cet épisode, nous aurons le plaisir d'échanger avec lui sur sa plateforme leader dans les technologies de business matching pour les événements professionnels du secteur halal. Mamadou partagera avec nous son parcours unique, ses succès, ainsi que les défis auxquels il a été confronté dans son ambition d'optimiser les rencontres et les partenariats dans l'industrie du business halal à travers le monde. Bienvenue, Mamadou Ndiaye. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous dans cet épisode de Perspective Halal. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur et un plaisir de participer à cette émission avec vous. Merci Mamadou. Sans plus tarder, je pense que nos auditeurs attendent beaucoup de cette émission et veulent en savoir plus. Pouvez-vous parler de votre parcours professionnel et de ce qui vous a amené à vous intéresser au business halal et aux technologies qui l'accompagnent? Je suis ingénieur de formation, on appelle ça ingénieur généraliste dans les technologies. Je suis une école d'ingénieur en génie électrique spécialisée en informatique et sécurité. Donc, je me suis intéressé très rapidement au développement logiciel. Et donc, j'ai travaillé en France en gérant des produits logiciels. Et l'entrepreneuriat m'est arrivé. Donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en développant une plateforme pour permettre aux personnes de prendre rendez-vous pour aller voir le médecin. C'est comme ça qu'on a démarré. Donc, il y avait, en guillemets, ça s'adressait pas au halal directement. Mais en tant que musulmans, nous avons tout fait pour que notre aventure entrepreneuriale reste dans le cadre du halal. Et avant cela, j'ai beaucoup milité ou travaillé dans des associations, que ce soit pour les étudiants musulmans de France, que ce soit pour les affaires de la mosquée de notre quartier. Donc les affaires des musulmans, du halal m'ont beaucoup intéressé, même si c'était pas une activité professionnelle. Donc, dans le cadre de notre entreprise qui était basée en France, et à un moment donné, nous avons voulu accéder à des financements halal. Parce qu'on avait des limites, parce que les financements qu'on avait en France étaient conventionnels. Et pour aussi des raisons personnelles, la Malaisie nous avait intéressés pour aller explorer. La Malaisie est connue pour son leadership dans le halal. Et donc, je me suis dit installer là-bas notre société nous permettra d'être dans un environnement où nous pourrons avoir accès à des produits halal, notamment de l'investissement et aussi dans un cadre halal. Donc ça, jusque-là, notre entreprise ne s'adressait pas au marché du halal. Mais voilà, nous étions partis pour être dans un environnement halal. Donc, en Malaisie, on a continué cette aventure-là, cette plateforme de prise de rendez-vous pour les médecins, les dentistes, les coiffeurs, ainsi de suite. Et j'ai commencé à me connecter avec le réseau. Le premier réseau, c'est le World Islamic Economic Forum, qui est l'équivalent du World Economic Forum. Donc, je suis connecté avec le réseau du World Islamic Economic Forum. C'est là que j'ai commencé à bercer dans l'environnement de l'économie islamique. Donc, avec nos startups, nous sommes connectés avec des banques islamiques et puis je suis allé dans les conférences. Et avec toujours cette startup qui ne s'adressait pas à l'économie du halal, de rencontre en rencontre, une personne qui allait rejoindre le MIHAS. Le MIHAS, c'est le Malaysia International Halal Showcase. C'est le plus grand salon du halal au monde. Cette personne-là m'a dit qu'en fait, ils avaient besoin d'une solution pour permettre aux acheteurs, donc les acheteurs qui vont participer à ce salon professionnel, de rencontrer les exposants. Donc, cette plateforme permettrait aux acheteurs de prendre rendez-vous avec les exposants avant d'arriver à l'événement. Et nous, notre plateforme permettait la prise de rendez-vous.
à l'époque. Donc, on s'est dit qu'en fait, le changement ne serait pas énorme pour pouvoir adapter et leur fournir cette solution-là avec nos technologies. Donc, c'est comme ça que nous sommes entrés dans les événements halal et nous sommes entrés par la grande porte avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons signé un contrat de 4 ans avec le plus grand salon du halal au monde. Donc, c'est comme ça qu'on a fait un pivot, comme on dit dans le jargon des startups. On a pivoté vers l'événementiel, vers les technologies des événements. Et c'est là que nous avons rencontré pratiquement tous les organisateurs de salons ou de conférences halal, parce que c'est le grand marché des halal qui se passe en Malaisie chaque année. Donc, c'est comme ça que nous sommes entrés dans les événements halal. Et aujourd'hui, alhamdulillah, avec nos technologies, nous aidons les plus grands salons et les conférences halal au monde pour faire du business matching, c'est-à-dire faire du réseautage professionnel pour que les acheteurs puissent rencontrer les vendeurs, pour que les participants dans les conférences puissent rencontrer les bonnes personnes sur la base de critères d'expertise, d'intérêt, de besoins, de produits. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est une vraie révolution dans l'industrie, parce que ce matchmaking que vous êtes en train de faire au niveau du business halal, je pense qu'il n'y avait pas de précédent. Ça m'amène aussi à vous poser la question, parce qu'au-delà de Absaya, votre vision se trouve aussi dans ce qui existe à côté de Absaya, en parlant de Wasabi. Pour ceux qui ne savent pas, Wasabi, c'est un peu comme aujourd'hui le LinkedIn du business halal. Et comment êtes-vous arrivé à faire ce linkage-là entre Absaya et Wasabi, qui aujourd'hui est en train de créer une véritable plateforme de réseau social, en fait, du business halal. Et aujourd'hui, je pense que ça a une importance au niveau des entrepreneurs. Pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Wasabi, c'est le réseau professionnel de l'économie du halal. Donc, comme vous le savez, les événements, c'est intéressant, mais ce qui compte le plus, c'est la communauté. Beaucoup parlent de la communauté du village, la communauté internationale, la communauté. Ce qui est important, c'est vraiment la communauté. Les événements sont juste des passages qui sont importants, mais le reste de l'année, c'est les interactions entre les gens qui font le business. Donc, depuis longtemps, nous avons pensé que ce serait intéressant de pouvoir proposer une plateforme pour connecter les professionnels, pour que ces professionnels-là puissent développer leur business dans le cadre de l'économie halal. Maintenant, qu'est-ce qui l'a catalysé? Même s'il y avait une demande de nos organisateurs d'événements, on a remarqué, en travaillant avec ces organisateurs d'événements-là, que d'édition, donc de salon en salon, les organisateurs avaient de grosses difficultés à faire revenir les anciens participants. Les organisateurs aussi, avec tous les millions qu'ils ont investis pour faire rencontrer deux personnes, après cette rencontre-là entre ces deux personnes, les organisateurs ne savent même pas que, au final, les deux personnes-là ont signé une transaction financière, ont signé un deal. La conversation qui a démarré au salon, en fait, elle va finir sur d'autres plateformes, sur Facebook, WhatsApp, LinkedIn, et l'organisateur ne sait même pas ce qui se passe. Et cette information-là est capitale pour les organisateurs, notamment des organismes gouvernementaux, pour voir en fait l'efficacité de leurs efforts. Il y a ce qu'on appelle le follow-up, pour vraiment voir que les gens qui se sont dit nous allons travailler pour que je lui achète 50 conteneurs. En réalité, est-ce qu'après 3 mois, 5 mois, après 6 mois, est-ce que l'acheteur a vraiment fait cet achat-là? Et ça, ce n'est possible que gardant les interactions sur une même plateforme à partir de l'événement, mais après l'événement, mais aussi avant l'événement, tout au long de l'année. Donc, Covid est arrivé, cet événement planétaire où les organisateurs d'événements cherchaient des solutions pour pouvoir garder quand même leur communauté le temps que les activités physiques reprennent. Donc, nous, en tant que société technologique, nous avons pensé à des choses pour aussi nous adapter, parce que tout notre business dépendait des événements physiques, alors que la technologie permettait de pouvoir faire rencontrer les gens. Donc, on a démarré par une chose très, très simple. C'était de lister tous les événements halal du monde, pour que n'importe qui cherche le prochain événement halal puisse le trouver sur une même plateforme
À l'époque, on l'appelait halal.events. Et c'est comme ça qu'on a commencé à rassembler les événements, à rassembler les personnes qui s'intéressent aux prochains événements et nous les amenons aux prochains événements du halal. Ça nous a permis de pouvoir offrir aux organisateurs d'événements, au-delà de ces plateformes de business matching qui ne durent que, voilà, 1 mois, 2 mois, une plateforme pour qu'ils puissent gérer leur communauté pour qu'ils puissent non seulement les amener aux prochains événements, mais aussi qu'ils puissent rester et qu'ils puissent les nourrir tout au long de l'année pour les mieux les servir. Donc, on a vu des plateformes conventionnelles. Hein. Beaucoup d'entre nous passons beaucoup de temps sur ces plateformes-là. Et une plateforme qui est focus, qui est concentrée dans l'économie du halal, permet de donner beaucoup plus de résultats, non seulement pour les membres, mais pour les organisateurs d'événements, de manière beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'on devons créer la plateforme WhatsApp Bech, qui est aujourd'hui une application mobile qui peut se télécharger, qui permet de pouvoir non seulement partager des informations, pouvoir accéder aux informations de l'économie du halal de par le monde. Nous avons plus de 50 pays. Ça permet aussi de retrouver ce qu'on appelle les like-minded, les gens qui partagent les mêmes valeurs et qui cherchent à nouer des partenariats, à créer du business ensemble. Et ça permet aussi de voir les prochains événements halal du monde, de pouvoir aussi développer sa notoriété si quelqu'un cherche à se positionner dans ce domaine du halal. Impressionnant. J'avoue que ça m'a beaucoup intéressé lorsque j'ai connu Wasabi, je pense qu'il y a de cela quelques années, il y a de cela depuis les années 2021. Et j'ai testé en fait la plateforme et je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que là, tu as tout l'écosystème qui est là. Tu n'as pas trop de difficultés à retrouver des acteurs ou bien des événements ou encore des produits, des solutions qui sont à côté de toi. Et ça, je pense que ça fait quand même la différence. D'ailleurs, pour ce faire, j'aimerais quand même vous poser une question. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre vision du business halal en général et en particulier en Afrique? Parce que nous savons que de plus en plus vous vous intéressez à l'Afrique. C'est une excellente question, hein, parce que, en effet, le halal, je l'ai vraiment découvert quand je suis sorti du Sénégal pour aller en France. Parce que un pays majoritairement musulman, on se pose même pas de questions. On mange, tout est halal. A priori. Effectivement, a priori, c'est très important. C'est très important le mot a priori. Ah non, ça c'est un point extrêmement important. Et maintenant, de retour au Sénégal pour un peu plus d'1 an, j'observe. Ce n'est pas le cas, hein. Clairement, il faut le dire. Et je pense que beaucoup de pays musulmans sont dans ce cas-là. Même l'Arabie Saoudite, hein, ils ont eu des problèmes où des fournisseurs de poulet halal, de poulet qui devaient être halal n'étaient pas halal. Donc là, ça pose le problème de certification. Voilà, donc comme je disais, c'est en France que j'ai découvert le halal, c'est-à-dire qu'avant de manger, avant d'acheter quelque chose, je devais regarder les ingrédients au supermarché. Donc on passait notre temps à lire. Est-ce que ça contient de la viande? Est-ce que c'est végétarien? Ainsi de suite. Maintenant, en Malaisie, c'est autre chose. Parce qu'en Malaisie, le halal est vraiment une affaire d'État. Et là où en France, on devait lire, on devait être concentré avant d'acheter ou de consommer, en Malaisie, en fait, c'est le contraire. En Malaisie, c'est pour trouver du non halal qu'il faut se concentrer. C'est-à-dire que dans le supermarché, tout est halal, sauf ce qui n'est pas halal. C'est-à-dire... Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Voilà. Ça, c'est pour dire qu'en fait, ce qui n'est pas halal est identifié de manière extrêmement claire. C'est caché. Quand vous entrez dans un supermarché, la partie halal, au bout du supermarché, et c'est marqué en gros non halal, en rouge blanc. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer là-bas par erreur. Et là, c'est pas la même caisse qui gère ça. Et c'est pas dans tous les supermarchés que vous avez cette partie non halal non plus. Quand vous allez dans un restaurant, le restaurant doit afficher le label halal. Un restaurant qui affiche un label halal et qui n'est pas halal
il y a ce qu'on appelle enforcement, il y a la punition. C'est vraiment une punition. C'est pas, par exemple, comme le Sénégal ou nos pays, il y a même pas ça. Il y a pas de, voilà. Donc là-bas, c'est une affaire d'État et c'est au niveau du Premier ministre. Le Premier ministre, c'est un pays où il y a un roi et l'exécutif, c'est le Premier ministre, c'est le président de la République. Le bureau qui gère ça, c'est assez aussi haut. Donc, c'est là que j'ai découvert, en fait, que le halal, c'est non seulement une affaire d'État, c'est sérieux, c'est partout au niveau des restaurants, au niveau de l'habillement, au niveau des assurances, au niveau des banques. Les banques, toutes les banques pratiquement ont une branche halal. Et il y a des banques qui sont juste halal. Ils ne font que du halal. Et c'est aussi des choses aussi que j'ai apprises en Malaisie. Le halal n'est pas qu'une affaire de musulmans. Quand vous allez au salon du Mihas, donc le plus grand salon du halal au monde, 80% des entreprises qui exposent sont détenues par les non-musulmans. Le leader mondial du halal, comme vous le connaissez. Comment? Il dit c'est surprenant quand même, ça devait être le contraire. Ah non, mais il y a beaucoup de surprises dans ce business du halal. Il y a beaucoup de surprises. Donc, vous faisiez référence tout à l'heure au State of the Global Islamic Report où on voit que les exportateurs de halal, les premiers pays, ce ne sont pas les pays musulmans. Oui, exactement. Pour ne pas t'arrêter sur ça, on a fait une petite analyse avant l'émission pour comprendre un peu cette dynamique. Et effectivement, on a vu que parmi les top 10 des pays exportateurs de produits halal vers les pays de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, 8 étaient des pays non OCI. Bah voilà, c'est les 80% de je faisais référence alors. Voilà, donc, vous voyez, c'est le même, c'est la même chose. Et ces 80% là, ça fait pratiquement 5-6 ans que je l'ai. Donc voilà, c'est pas une affaire de musulmans. Récemment, j'ai discuté avec la CEO d'une banque islamique en Malaisie. Ce qu'elle me dit, c'est qu'en fait, la majorité de ses clients sont des non-musulmans. La banque islamique. Wow. Donc, vraiment à se poser. Ah non, il y a des questions à se poser parce qu'en fait, le halal, c'est éthique, c'est bien, c'est des bons produits, c'est des produits qui sont équitables, c'est des produits sérieux, c'est pur, mais qui ne veut pas des choses pures, éthiques, équitables et sérieuses? Et tout le monde le veut. Comme on le sait, hein, Allah il dit, il y a une nas, il dit, vous les gens, il n'a pas dit vous les musulmans. Donc, ça s'adresse à l'humanité. Donc, ceux qui s'intéressent à des bons produits, pour bien consommer le halal, que ce soit des musulmans ou pas musulmans. Et ceux qui cherchent aussi à faire du business, dans un business qui a une croissance, on parle de 9% de croissance. Certaines recherches parlent même de 25% de croissance sur des secteurs, 2,3 trilliards de dollars, et on parle de 4 trilliards dans quelques années. C'est une manne, c'est du business à se faire. Donc, il n'y a pas que les musulmans qui l'ont compris. Donc, si les musulmans ne l'ont pas compris, les non-musulmans l'ont compris. Mais voilà, ça peut s'expliquer du fait que le halal n'est pas qu'une affaire de musulmans. Ce sont des produits éthiques, équitables, purs. Ce sont des produits qui sont sûrs. Tout le monde veut le bien. Tout le monde veut des choses bonnes, qu'on soit musulman ou pas musulman. Et ça c'est du côté du consommateur, mais aussi du côté de l'homme d'affaires, la femme d'affaires qui cherche à faire le business, c'est une opportunité énorme. On parle de 2,3 trilliards, on parle de croissance de 9%, dans certains secteurs 25%. Donc, ceux qui cherchent aussi à faire du business dans une économie en forte croissance où les risques ne sont pas comme dans l'économie conventionnelle, bien sûr, ils sont les bienvenus à le faire, ils le font. Et d'ailleurs, ce sont les leaders de l'économie, donc les entreprises non musulmanes, en le cas détenues par les non musulmans, sont leaders dans ce marché-là. Intéressant tout ça, ça prouve véritablement qu'il y a un marché. Le marché n'est pas seulement le marché des musulmans, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie, même dans la partie sport, des sociétés comme Nike qui innovent dans ce secteur. Et en revenant toujours au niveau de l'Afrique, parce que il y a quand même des contraintes au niveau du développement. Déjà, quand on prend l'industrie de la finance islamique, l'Afrique ne représente que 1,7%. Et aujourd'hui, pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer dans le business du halal en Afrique, quelles leçons peut-on tirer en fait des réussites asiatiques dans ce domaine?
C'est une question très importante, hein. Donc, comme nous le savons, hein, le développement de l'Afrique, de nos pays. Donc, ça, c'est une question, que ça soit dans l'industrie ou l'économie conventionnelle ou l'économie halal. Donc, les leçons, en tout cas, moi, que j'ai pu apprendre de l'Asie sur le développement de l'économie du halal, que ça soit en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, maintenant, il y a la Philippines, et même Singapour, hein. C'est vraiment cette discipline. Donc, c'est pas une question de religion, parce que l'islam prône la discipline, cette rigueur pour pouvoir avancer sur des sujets de manière, en suivant des règles. Ça, c'est la première chose. Mais avant cela, je pense que c'était une vision, comme en Malaisie, en 1972, le premier ministre Mahathir avait vu le business du halal comme quelque chose, comme une opportunité pour développer le PIB du pays, le PIB de la Malaisie. Donc, il a lancé des programmes pour développer le halal dans tous ces aspects. Donc, il y a quand même une volonté politique qui doit se faire. Les politiques doivent appuyer le développement de ce secteur-là, comme les politiques appuient le développement du secteur de la santé, de l'éducation et le sud, mais les politiques doivent être au courant qu'il y a une opportunité. Par exemple, aujourd'hui, la Malaisie fait 7,5% de son PIB avec le halal. Et 7,5% du PIB de la Malaisie, en fait, c'est plus que le PIB total du Sénégal. Donc, vous pouvez voir comment le halal peut impacter un pays. C'est 27 milliards de dollars qui sont, 28 milliards de dollars que le halal apporte à la Malaisie de manière sectorielle, hein. Donc, il y a cette volonté politique-là, je pense. Il y a cette rigueur, cette discipline. Les Asiatiques, ils travaillent, hein, ils sont respectueux. Ça prend le temps que ça prend. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir ce statut de leadership dans ce domaine du halal. Et moi, je pense que c'est les deux, hein. Et la rigueur, par exemple, si je fais une comparaison par rapport au Sénégal, je parle du Sénégal parce que c'est le pays que je connais, où je vis depuis quelque temps. Le consommateur, lui-même, il est même pas au courant que les produits qu'il consomme peuvent ne pas être halal. Comment il peut ne pas être, comment l'aider? Il faut l'aider, il faut le sensibiliser. Donc, si le consommateur demande du halal, ça poussera au business d'aller chercher du halal ou de se conformer à la législation et avoir une certification halal. Et ça permet de développer le halal. De notre côté, les produits qui sont importés, qui entrent dans le pays, doivent avoir cette certification halal-là. Ça permet de développer l'économie halal de manière globale. Tous les pays exportateurs de halal, qu'ils soient de l'ECI musulman ou pas musulman, se conforment. Si 80% des fournisseurs dans les pays de l'ECI, ce sont des pays non musulmans, ils se sont conformés aux régulations du halal. Et ça fait développer le business. Voilà, donc voici les points qui me semblaient intéressants pour pouvoir développer halal au regard de ce qu'on a pu apprendre en Asie. Effectivement, c'est quand même intéressant. On sait aussi que la résilience est souvent considérée comme une qualité essentielle pour les entrepreneurs. Pouvez-vous nous donner des exemples de moments où vous avez dû faire preuve de résilience et comment cela vous a aidé à surmonter les obstacles et à progresser dans votre parcours entrepreneurial, surtout dans le domaine du business halal? Ah oui, la résilience. Oui, c'est vrai. C'est pas évident avec tout ce parcours dans une industrie qui est quand même. Oui, non, c'est clair. Et avec beaucoup de challenges qu'on sait, surtout la terminologie halal peut être interprétée souvent négativement dans certaines zones. Comment arrivez-vous à résister, hein? C'est vrai. C'est vrai que même chez les musulmans, parfois on dit non, il faut pas dire économie islamique. Faut peut-être pas dire tourisme halal, faut dire Muslim friendly tourism ou bien vice versa. Donc il y a toujours ce travail-là parce que c'est de la communication, c'est de l'éducation. Même des banques ont changé de nom, enlevé le mot islamique et ils se sont appelés éthique pour pouvoir être plus ouverts en termes de communication. Ça ne change rien à ce qu'ils font. Voilà, donc ça c'est un travail de communication. Chaque produit a un marché et chaque marché a des valeurs, a des attentes. Ça ne change pas le cœur du travail. En termes de résilience, en effet,
Comme vous le savez, dans le domaine des technologies, il, pour introduire un nouveau produit technologique innovant dans un nouveau marché, ça, c'est une chose qui n'est pas facile. C'est pas une question de fonds, d'argent non plus, même si c'est important de pouvoir lever des fonds pour pouvoir développer, tester les marchés, faire les erreurs, à rajuster. Ceux qui observent la scène technologique de Californie, la Silicon Valley, en savent des choses. Ça, c'est important. Maintenant, ce sont des modèles qui ne sont pas, en tout cas, certains de ces modèles ne sont pas adaptés aux entreprises qui sont dans le domaine du halal. Donc, il faut trouver d'autres moyens de lever des fonds de manière éthique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que c'est une industrie qui n'est pas connue. Souvent, les gens aiment comparer. Si vous lancez une start-up dans le domaine de la santé, vous pouvez comparer avec d'autres startups dans le domaine de la santé. Ça fait tant, après tant d'années, ça fait tant de chiffre d'affaires, voici la rentabilité, ainsi de suite. Le halal, surtout les technologies dans le domaine du halal, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de comparaison. Les investisseurs, avant d'investir, veulent bien comprendre l'industrie, savoir s'il y a une rentabilité, sinon le risque est trop grand. Et ce risque trop grand-là, souvent, c'est qu'en Californie, où on peut faire ces levées-là, parce que c'est des gens c'est des investisseurs qui sont prêts à prendre des risques énormes. Donc, dans nos efforts qui nous ont amenés en Malaisie pour être dans un environnement halal friendly pour potentiellement trouver des investisseurs, nous n'avons pas trouvé d'investisseurs, en tout cas à la hauteur des investissements que nous cherchions. Les investisseurs qu'on a eus, en fait, venaient d'Europe. C'était des musulmans, pratiquement. Voilà. Donc, en termes d'investissement, d'introduction de nouveaux produits innovants dans des nouveaux marchés, dans le domaine du halal, ce n'est pas simple. Ça prend des années, mais ça nous a permis aussi de trouver d'autres alternatives. Et l'importance du travail que nous cherchons à faire, c'est aussi de trouver des modèles de développement qui sont adaptés à nos valeurs. Nous ne prenons pas de l'usure, nous ne prenons pas de l'argent de n'importe qui. Donc, nous devons trouver des solutions pour avancer avec les valeurs qu'on a. Donc, on a cherché des solutions, des partenariats, tout ce que l'économie islamique permet en termes d'association. Et on a, par exemple, trouvé un partenaire qui nous a aidé, qui nous aide à développer notre plateforme Wasabih, qui sont une société technologique dans le marché de halal economy, mais qui s'adressait à des consommateurs. Et nous sommes venus nous adresser à des professionnels. Donc, notre partenariat qui nous a permis de pouvoir avancer sans lever des fonds. Donc ça, c'est des choses qui existent aussi et qui a été possible avec le type de plateforme que nous faisons, Wasabih, qui nous a permis de rencontrer ces entreprises-là dans ce domaine de l'économie halal et de travailler ensemble pour pouvoir sortir des produits. Toutes nos félicitations et encouragements pour ces initiatives. Maintenant, quelles sont vos perspectives pour l'année 2024 et comment vous voyez cette industrie du halal, particulièrement en Afrique? Je dis en Afrique parce que c'est le continent qui ne bouge pas trop dans cet écosystème et je pense qu'il y a des raisons. Donc, en Afrique, et encore une fois, le Sénégal, puisqu'en fait, c'est là où nous sommes présents et nous cherchons vraiment à explorer d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire. Hein. On a essayé un petit peu au Ghana. De ce qu'on a appris, en tout cas, c'est cette année ou année et demie, et des rencontres que nous avons faites au plus haut niveau de l'État, hein, des ministres, des ambassadeurs, des professionnels, des startups. On voit quand même une dynamique. Une dynamique. Récemment, il y a une société, une sœur qui a lancé son venture capital, son fonds d'investissement qui s'adresse au paiement au Sénégal. C'était vraiment un plaisir énorme de voir cette personne très talentueuse qui a travaillé dans le fonds d'investissement conventionnel pendant plus de 10 ans, lancer son fonds d'investissement qui halal, éthique, qui s'adresse au paiement dans l'agriculture, la santé et le transport. Donc là, je vois quelque chose de concret au Sénégal. Aussi, en termes de perspective, je pense que la première chose, c'est de continuer à sensibiliser les consommateurs, mais aussi les décideurs
sur l'importance du halal dans les deux côtés. Le côté du respect du consommateur dans ce qu'il consomme. Clairement, il y a en tout cas, il y a un certain nombre de produits ici, au Sénégal, qui ne sont pas halal et les gens pensent que c'est halal. Dans l'hôtellerie, dans certaines restaurations, parce qu'en fait, historiquement, ça s'adressait à des touristes, à des non-musulmans. Donc, il y avait pas les Sénégalais n'avaient pas ce niveau de pouvoir d'achat. Maintenant, ils y sont et personne ne se pose la question. Donc, la sensibilisation, pour nous, elle est importante tout au long de cette année-là. C'est pour ça que nous faisons des posts, des articles pour essayer de réveiller les consciences, pour que le consommateur soit conscient de ce qu'il consomme. Et le consommateur va commencer à demander du halal. Et c'est là que les entreprises vont devoir répondre à cette demande. Et aussi, le régulateur, le gouvernement qui fait des efforts puisse vraiment accélérer leurs efforts dans le domaine du halal pour que le halal puisse, dans les 5 à 10 années à venir, commencer à être identifié dans le PIB du pays. Nous avons fait quelques calculs, quelques analyses. Pour nous, si vraiment le gouvernement du Sénégal s'y met, dans les 10 années à venir, on pourrait nous approcher des 10% de PIB. Ça, c'est des comparaisons avec d'autres pays qui ont un pourcentage de musulmans moindre et qui ont des niveaux de croissance moindres que le Sénégal, par exemple. Pour notre plateforme, pour finir, c'est continuer à accroître le nombre de membres et aussi accroître les interactions, puisque notre idée première, notre objectif premier, c'est que les gens puissent échanger. Et c'est dans les échanges, dans la collaboration, que nous pourrons trouver des solutions et trouver des synergies pour pouvoir trouver un modèle halal à l'africaine. On peut apprendre beaucoup de l'Asie, mais nous ne sommes pas en Asie, nous sommes en Afrique. Nous avons certainement peut-être une histoire de l'islam différente. Nous avons une histoire, une culture différente. Nous pouvons trouver un modèle halal à nous. Je pense que c'est dans les interactions, la collaboration, les synergies, les échanges que nous pourrons bâtir notre modèle, bien sûr, en ayant des références d'autres pays pour lesquels ça a marché. Pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Quels sont les 3 mots qui devraient faire partie du quotidien d'un entrepreneur et pourquoi? Les 3 mots. Et le premier, c'est la sincérité. C'est vraiment tout ce qu'on fait du matin au soir, que ça soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour personne d'autre. Et ça, je pense que si c'est clair dans le cœur, les difficultés, limite, on ne les voit même pas. C'est un chemin normal. Ceux qui sont meilleurs que nous, les prophètes, ont passé des périodes beaucoup plus difficiles. Il y en a même qui ont été tués. Donc, nous, on ne l'a pas tué. Voilà. Donc, al-ikhlas, ça, c'est le premier. Ne rien faire pour autre chose que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça facilite beaucoup. Ça facilite notre vie, ça facilite les relations que nous avons avec les autres, ne rien attendre de personne dans le cadre de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour moi, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est bien sûr la patience, d'autres disent la résilience, mais continuer à faire des efforts petit à petit et savoir qu'en fait, Allah a promis aux gens qui font les efforts une récompense. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut pas avoir peur, il faut continuer. Il y a des hauts et des bas, et c'est comme ça. Il y a pas d'autre moyen. Donc, voilà. Et le troisième solution pour moi, c'est l'entourage. C'est de continuer à s'entourer de personnes avec lesquelles nous partageons des valeurs. Il y a que comme ça que nous pourrons aller loin. Et ça rejoint le deuxième point. Parce que c'est avec des personnes qui partagent ces mêmes valeurs-là que nous pourrions rester longtemps ensemble. Quand nous restons ensemble, travaillant, en étant persévérants et en plaçant notre confiance à Allah. Donc le premier point, il nous a promis la réussite. Donc la réussite ici-bas et dans l'au-delà.
Merci Mamadou Ndiaye. C'était Perspective Halal avec Mamadou Ndiaye. Je rappelle que Mamadou Ndiaye est le cofondateur de Absaya et Wasabi, qui est une plateforme de matchmaking spécialisée dans l'industrie du business halal. Je remercie encore tous nos auditeurs qui toujours sont avec nous et nous écoutent durant toute cette émission. Et nous serons ravis de vous avoir encore dans une nouvelle émission. Merci à tout le monde. À bientôt.